Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire. Bonjour l'Afrique. Il y a de nombreux pays africains connectés à ce webinaire. Je voulais m'amuser à tous les citer, mais j'avais la crainte d'en oublier certains. Donc bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Kenom et je suis pre-sales chez Vim depuis maintenant 9 ans. Et depuis 2 ans, j'ai le rôle et la mission d'accompagner et d'aider nos clients dans toute l'Afrique francophone dans la définition de leur stratégie de protection de données. Et j'ai aussi le rôle d'aider nos distributeurs et nos partenaires à construire et à définir avec nos clients des stratégies de protection qui soient beaucoup plus résilientes. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour évoquer avec vous un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations de toutes les directions informatiques aujourd'hui, en Afrique et ailleurs. Et ce sujet, c'est le sujet des cybermenaces et de la menace ransomware en particulier. La question, c'est de savoir si vous êtes prêt, si vous êtes réellement prêt à faire face à cette menace. Êtes-vous réellement préparé à faire face à cette menace? Comment se préparer au mieux pour faire face à cette menace? Donc, ce sont autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans ce webinaire. Et pour en discuter et pour parcourir tous ces sujets, j'ai le plaisir d'être accompagné de 2 invités qui vont à tour de rôle partager leur analyse avec nous, leur point de vue, leur perspective sur les tendances actuelles en matière de cybermenaces. Merci d'accueillir Matt Sissombat et Johan Castillo. Bonjour à tous. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Et merci Arnaud. C'est un vrai plaisir, tu l'as dit. Donc c'est aussi un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je me souviens quand tu m'en as parlé, tu m'as dit écoute, il y a ce projet-là, ça va être super sympa. Il y a beaucoup de monde de connecté, je crois. Donc c'est un vrai plaisir. Voilà, c'est un vrai plaisir. Bon, c'est top. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation, Johan. Oui, merci Arnaud. C'est un plaisir effectivement de voir tous les participants, de voir toutes ces personnes connectées à ce webinaire. C'est pas forcément un plaisir d'être toujours avec Arnaud, mais c'est un plaisir de vous voir tous ici présents. Bon, très bien. Je vois que vous êtes en pleine forme tous les deux, c'est top. Johan, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, essayer d'expliquer ton rôle chez Vim, voilà, ou ta vie, ton œuvre, ce que tu veux. Alors ma vie, mon œuvre, je ne sais pas si je ne pourrais vous l'expliquer. Je ne sais pas si ça va vous intéresser beaucoup, mais mon rôle chez Vim, aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'une partie des équipes donc pre-sales, avant-vente, technique, pour la France et l'Afrique francophone. Et donc on travaille ensemble avec Arnaud, qui a un challenge, il a expliqué, un challenge extrêmement intéressant, pas facile, mais extrêmement intéressant et motivant depuis quelques temps. Et on est ensemble pour essayer de vous accompagner, définir les stratégies et mieux comprendre le territoire qui est très vaste et très différent, très intéressant. Voilà, donc en quelques mots, voilà mon rôle. On a une très belle équipe avant-vente pour la France et l'Afrique francophone. Et donc Arnaud n'est pas tout seul. Arnaud fait beaucoup de choses pour vous, mais derrière Arnaud, il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider et pour travailler. Donc on est une vraie belle équipe. Voilà. Bon, super. Matt, à ton tour, alors toi, je sais que ta réputation, elle est plus à faire en Afrique francophone. Tu es connu comme le loup blanc en Afrique francophone, mais je suis sûr qu'il y a encore des gens dans l'assemblée là qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que tu fais chez Vim? Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'habitude de souvent plaisanter, mais je vais m'abstenir aujourd'hui parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes que je connais pas forcément de manière très proche. Moi, je suis chez Vim depuis un peu plus de 3 ans. J'ai en charge de toute l'aspect, l'activité commerciale de l'Afrique francophone. Donc, ça représente à peu près 22 pays. J'ai une position de territory manager et j'ai commencé cette activité-là, donc ça fait un peu plus de 3 ans. Arnaud ne m'avait pas encore rejoint à cette époque. Et depuis qu'Arnaud nous a rejoint, on est très souvent en déplacement, en présentiel. On a été présent pour de l'événementiel sur beaucoup de pays en Afrique jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment très nombreux. Arnaud n'a pas pu citer les pays représentés
pour ce webinaire, mais vous êtes 16 pays représentés. C'est vraiment une belle initiative de la part d'Arnaud de faire ce webinaire dédié à l'Afrique francophone. Sur les 16 pays, donc je peux les nommer précisément, il y a l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, Gabon, Guinée, Mali, Maroc, Sénégal, Togo, Tunisie. Et un petit bonus pour le Maroc parce que vous êtes là en force pour ce webinaire, très suivi de la Côte d'Ivoire pour ce webinaire. Voilà un petit peu ma position et je suis vraiment très heureux de vous avoir et de pouvoir assister à ce webinaire avec vous. Bon, je vois que tu avais ton petit anti-sèche quand même, hein, pour n'oublier personne. Ah oui, ça je peux pas oublier. Bon, je peux citer aussi d'autres invités spécifiques qui sont présents avec nous, mais qui ne sont pas forcément partie de l'Afrique francophone. Vous êtes les bienvenus aussi de même manière. Ouais, je crois qu'il y a la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, hein, j'ai vu dans la liste. Et quelques personnes de la France aussi. Et quelques personnes de la France, exactement. Matt, pendant que tu y es, je vois que tu es bien lancé. Alors même si je sais que Vim gagne assez rapidement en notoriété à travers l'Afrique francophone, je pense qu'il y a encore des gens dans l'auditoire qui sont encore nouveaux et qui connaissent pas Vim ou ce qu'on fait. Est-ce que tu peux, en quelques mots, présenter Vim, voilà, à l'auditoire? Oui, bien sûr. Alors, présenter Vim, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Vim. Je voudrais surtout présenter un petit peu Vim et la dynamique de Vim. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il est important de voir au niveau de Vim, c'est la dynamique que nous, la société Vim, peut avoir et ce qu'elle peut vous apporter au niveau du marché et de vos différentes activités. Alors, première dynamique, c'est que Vim est numéro 1 en termes de part de marché et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait quelques semestres d'affilée, un peu plus de 2 ans aujourd'hui, Vim a les parts de marché les plus importantes par rapport à tous les autres, on va dire, protagonistes qui sont dans le même secteur d'activité sur tout ce qui touche à la sauvegarde, à l'application, à la protection des données. On a une croissance en termes de part de marché qui est à 2 chiffres, ce qui n'est pas le cas pour d'autres structures, d'autres compétiteurs qui sont plutôt à 1 chiffre, voire en régression, voire en stagnation. Ça, c'est un point important. Et bien sûr, quand on parle de l'Afrique francophone, Vim est numéro 1, tant en termes de part de marché qu'en termes de présence aussi avec vous sur le territoire. Vim, le chiffre 1 est un chiffre qui nous plaît bien, hein. Vim est aussi numéro 1 sur tout ce qui touche la sauvegarde par rapport à Microsoft Office 365. Il y a à peu près un certain nombre des millions d'utilisateurs d'Office 365. C'est une orientation en termes d'outils de collaboration qui est de plus en plus à prendre le leadership. Et aujourd'hui, Vim est le premier éditeur qui assure toute la sauvegarde le mieux, et numéro 1 sur cette partie-là avec Microsoft. On est aussi numéro 1 sur une nouvelle plateforme qui est beaucoup plus, on va dire, présente par rapport à un marché, on va dire, ne serait-ce que européen ou français, c'est tout ce qui touche à la plateforme Kubernetes. On voit arriver depuis quelque temps une émergence de plateformes à ce niveau-là en Afrique, mais on est un peu au tout début. Et je pense que c'est un petit peu comme tout ce qui touchait aux machines virtuelles. Je pense que dans les prochaines années, c'est une plateforme, on va dire, qui sera beaucoup plus reconnue et beaucoup plus utilisée dans les années à venir. Après, il y a un chiffre qui est important pour que vous puissiez aussi voir l'importance de Vim sur le marché aujourd'hui et toute sa dynamique. C'est le nombre d'exabytes que représentent les données que Vim sauvegarde. 15 exabytes. À quoi correspond un exabyte? Le mieux, c'est que vous alliez le chercher par vous-même, la correspondance, ça sera beaucoup plus simple. Mais juste pour donner un ordre d'idée, ça correspond à 15 000 pétas à peu près. Donc, c'est vraiment un volume de données qui est très, très important. Et aujourd'hui, Vim assure, on va dire, toute cette partie de sauvegarde, cette volumétrie-là. Après,
des chiffres que vous connaissez déjà très certainement sur les différentes présentations que vous avez pu suivre au niveau de Vim, c'est le nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, on a plus de 450 000 clients, on se rapproche des 500 000, et on a un taux de recommandation qui est le Net Promoter Score de 75%. Ce pourcentage, il correspond à la satisfaction client, un taux de recommandation que les clients peuvent, qu'un client peut faire à un autre client concernant le support de Vim, l'accompagnement de Vim, la qualité de la solution Vim et la capacité à renouveler sa confiance, ses licences avec Vim. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des éditeurs dans la protection des données, dans la sauvegarde réplication, ils sont sur un seuil, un taux de entre 10 et 30%. On est aujourd'hui 3 fois supérieur. On a des taux de score qui correspondent à des Starbucks ou bien au-dessus d'Apple aussi de même manière. En dessous, vous avez des chiffres par rapport à notre profil de clients qu'on nous touche de plus en plus, que sont les Fortune 500 et les 2000 plus gros clients. C'est juste des chiffres pour représenter qu'aujourd'hui, Vim est adapté à tout type de profil, tout type de structure. Le succès de Vim, la reconnaissance de Vim a été faite par les clients beaucoup plus petits, les petits, moyennes industries. Et aujourd'hui, on arrive à toucher des comptes très, très importants. Donc, les Fortune 500 et ceux qui sont dans le top 2000 en termes de taille d'entreprise. Ce qui donne effectivement un scope très, très large de Vim au niveau de ces solutions entre la petite entreprise jusqu'à la très grosse entreprise. Et je terminerai un petit peu ma présentation sur la dynamique de Vim avec des chiffres qui sont aussi très parlants concernant ce qu'on appelle chez nous le récurrent annuel en termes de revenus, qui représente un peu plus d'1 milliard. Aussi tout ce qui touche au nombre de VBA, donc Vim Backup Replication, les serveurs déployés, un peu plus d'1 million. Et tout ça, bien sûr, sur aujourd'hui près de plus de 180 pays, dont pratiquement tous les pays de l'Afrique francophone ont des clients Vim. Voilà un petit peu un rapide tour d'horizon sur la dynamique de Vim et j'espère qu'on va continuer avec votre apport, votre support, votre soutien, justement cette dynamique pour 2024. Parce qu'aujourd'hui, toute cette dynamique, elle arrive surtout grâce à vous, nos clients, à vous, nos partenaires, et à vous aussi, distributeurs, s'ils sont présents, donc de tout le succès de Vim. C'est notre écosystème et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller très vite et de pouvoir régulièrement apporter de nouvelles innovations, des nouveaux produits. C'est sera l'occasion de voir aussi par la suite donc un peu les quelques nouveautés que Arnaud et Johan vont certainement vous en parler. Merci à tous de votre participation et j'espère vous voir aussi en présentiel, donc que ce soit à Casablanca, Abidjan, Douala ou Tunis. Un grand merci, une très belle fin d'année pour 2023 et j'espère vous voir très prochainement sur 2024. Merci beaucoup. Merci Matt. On dirait que tu fais une conclusion, que tu dis au revoir déjà. Parce que je crois que j'ai quelques impératifs juste derrière, donc je ne suis pas pour rester dans le call. Ok, et très bien. Tu me dis, si je dois revenir, je reviens pour la fin. Ok, ça marche. Écoute, merci pour ton introduction. On va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Johan, et parler un peu technique. Tu es manager System Engineering, donc je pense que tu es plutôt à l'aise pour parler technique. Est-ce que tu pourrais présenter la vision technologique de Vim et essayer d'éclairer un peu l'auditoire sur l'état de la menace ransomware et sur les tendances que tu observes actuellement? Avec grand plaisir, Arnaud. Avec grand plaisir. Alors effectivement, après, alors la vision technologique de Vim, je pense que vous allez la découvrir plus en détail dans la discussion qui va suivre, dans les images que vous allez voir, etc. Et à la fin de cette discussion, de ce webinaire, je pense que ce sera beaucoup plus clair pour vous. Et vous allez voir, on a des très belles choses à annoncer, et notamment en cette fin d'année. Alors aujourd'hui, la vision de Vim, globalement, et pour faire assez simple, assez synthétique, elle se repose sur 3 piliers. Elle repose sur 3 piliers. C'est pas nouveau, ces piliers-là, ils ne sont pas nouveaux du tout.
C'est des choses qu'on fait depuis des années, qu'on fait depuis presque la création de Vim, mais qu'on a amélioré, qu'on a, en vous écoutant, en écoutant nos partenaires, nos clients, etc., l'écosystème, avec un vivier de 450 000 clients, forcément, le retour terrain est extrêmement intéressant. Donc, ces 3 piliers, notre R&D s'en sert. Nous, sur le terrain, nous en servons au quotidien pour vous partager notre vision et nos fonctionnalités et nos solutions. Le premier, c'est la sécurité. La sécurité, alors vous allez le voir après d'ailleurs, je ne vous apprends rien, c'est aujourd'hui le leitmotiv de tout le marché IT, si ce n'est plus, de l'ensemble de l'écosystème, dans l'ensemble de vos projets, vous avez aujourd'hui la sécurité dans toutes les discussions, et nous aussi. Nous aussi, c'est une véritable préoccupation, c'est un vrai focus, et vous allez le voir que depuis quelques années, on introduit la sécurité à travers des fonctionnalités, à travers des visions, à travers des différentes choses. Et en 2023, il y a eu vraiment un pas extrêmement important qui a été franchi, notamment en début d'année avec notre version majeure. Et puis au fil de l'année, et là on a conclu en fin d'année, en dernière partie de l'année, avec énormément d'annonces fonctionnelles dans nos solutions, mais également de partenariats et avec une très belle roadmap à venir. Donc tout ça mélangé, en fait, vous montre, et vous allez le voir dans les prochaines images, vous montre aujourd'hui la vraie direction que l'on prend. C'est une direction autour de la sécurité. Comment renforcer la sécurité? Comment mieux comprendre ce qu'il se passe dans vos architectures, dans les data centers et dans le cloud, et pour vous apporter une réponse toujours plus précise. Voilà. Et vous verrez qu'on n'est pas la solution, qu'on n'est pas une solution magique, mais on est un maillon de la chaîne et on essaye de faire ce que l'on propose, de le faire bien. Le deuxième pilier, c'est la partie restauration. Alors la restauration, alors il y a une phrase que je dis très souvent, donc à force de la dire, j'ai l'impression que c'est très ringard. On dit toujours sauvegarder c'est bien, mais restaurer c'est toujours un peu mieux. Finalement, la sauvegarde, quasiment tout le monde le fait plutôt bien. Après, chacun se démarque avec différentes fonctionnalités ou différentes approches. La restauration, c'est le challenge d'aujourd'hui, c'est le vrai challenge. Comment restaurer toujours plus rapidement? Comment restaurer avec toujours plus de fiabilité? Et comment restaurer avec plus de sécurité? Et tout ça en composant avec toujours plus d'applications, de workload, toujours plus aussi un monde multiplateforme, multi-cloud, hybride, etc. Donc, comment faire pour se retrouver là-dedans et pour dire, le jour où on vous demande d'appuyer sur le bouton pour restaurer, vous savez que ce que vous restaurez, c'est au bon endroit, c'est rapide et c'est la bonne donnée. C'est un vrai challenge. Et le dernier pilier, c'est la portabilité. Derrière le mot freedom, qui est un joli mot, mais je pense que celui qui correspond le mieux sur la portabilité de la donnée. Comment, alors ça fait quelques années déjà, hein, mais surtout depuis 1 an ou 2, comment s'assurer que la donnée est portable? Comment s'assurer que la donnée va pouvoir naviguer entre vos différents data centers, vos différents sites, on parle du edge, entre les différents clouds, publics, privés, comment je la rapatrie, comment, etc., etc. Comment je m'assure que le jour où j'ai besoin de ma donnée, je sais où elle se trouve, je sais ce qu'il est fait dessus et je sais comment la rapatrier facilement ou la restaurer facilement. Voilà aujourd'hui les 3 grandes idées de Vim, les 3 grands focus sur lesquels on met énormément d'emphase pour développer nos produits et pour vous proposer toujours plus de fonctionnalités. Et vous allez voir dans les discussions qui vont arriver avec Arnaud notamment, qui va rentrer un peu dans le détail de la stratégie, qu'on s'appuie vraiment sur ces 3 piliers-là. Ok. Johan, quel est l'état de la menace ransomware aujourd'hui? Et c'est quoi les tendances que tu observes? Alors, c'est une très bonne question. Alors malheureusement, ma réponse va être extrêmement anxiogène. C'est la petite parenthèse anxiogène hein, du webinar, mais c'est important. C'est important de le faire, c'est important de le dire, de le redire, au risque d'être un peu lourd, mais je pense qu'on va tous être en phase ensemble sur cette notion-là. C'est important d'en parler. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution, on aimerait, hein, où on appuie sur un bouton, on claque des doigts et tout va bien et on est sûr de nous. Le plus important, c'est l'échange, la discussion, la communauté et bien comprendre ce que voilà chacun va faire et se nourrir de ça. C'est la première chose. Le constat, il est terrifiant. Hein. Alors, je vous rassure, je vous l'ai dit, c'est une parenthèse anxiogène. Après, tout va bien se passer. On va parler de super trucs et ça va aller. Mais le constat est terrifiant. Nous, on le voit beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, tous les jours, vous avez des attaques, donc des cybermenaces, hein, des attaques ransomware, et quelle que soit l'industrie.
hein, quel que soit le vertical, que ce soit dans le médical, on en entend beaucoup parler, c'est très médiatisé. Vous avez dans les grosses industries, vous avez également des choses qui sont moins jolies, mais dans le monde, c'est très géopolitique également. On le voit sur certains conflits dans certains pays. C'est déterminant. Et on le voit au quotidien dans nos entreprises à nous, au plus proche de nous, et sur des entreprises parfois, je cite des exemples tout bêtes, qui vont vous paraître bêtes, mais des entreprises de rénovation, des entreprises de peinture, des entreprises dans l'alimentation, des choses qui n'ont vraiment pas lieu, qui ne sont pas stratégiques et qui se font attaquer malgré tout et qui malheureusement parfois se relèvent pas. On l'a vu malheureusement. Donc le constat il est terrible. Aujourd'hui, vous voyez les chiffres, hein, je ne vais pas les commenter, c'est expliqué en dessous, mais globalement, vous avez dans plus de 90% des cas, vous avez les backups, donc les données de l'entreprise qui sont ciblées. C'est très logique, c'est très intelligent, et si on était à la place des hackers, c'est ce que l'on ferait peut-être. Il faut savoir que 85% vous l'avez vu, des organisations ont été touchées par une attaque de ransomware. Il faut savoir que dans plus de 90% des cas, l'attaque passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un constat où finalement, il ne faut pas se dire je suis protégé, je suis serein, tout va bien aller. Non, il faut être extrêmement suspicieux, il faut être extrêmement méfiant et il faut essayer au maximum de mettre en place des stratégies, on va en discuter après, pour faire face à ça parce que on sait pertinemment que si on est attaqué, et c'est pas si, c'est surtout quand est-ce qu'on va être attaqué, que ça va passer et qu'on va devoir ériger, je prends souvent cette analogie-là, un nombre de murs l'un à la suite de l'autre et on va espérer que 1, 2, 3, 4 murs vont tomber et qu'il me reste derrière encore quelques murs pour remonter mon infrastructure. Voilà, le constat aujourd'hui, il est là. Hein. Il n'est pas très positif, mais néanmoins, quand ensuite on met en place des bonnes pratiques, on met en place des stratégies, on met en place des outils et on fait discuter tout ça, eh ben, on peut être quand même assez serein en se disant, s'il se passe quelque chose, ça va passer, mais je sais que je vais pouvoir remonter parce que mes process, ma stratégie de cyber-résilience est maîtrisée. Voilà aujourd'hui ce qui est vraiment important et on va y revenir juste après. Arnaud, si tu le veux bien, j'avais juste un petit chiffre qui était d'actualité pour cette période. Alors, c'est pas très drôle, mais bon, c'est d'actualité. Mais il faut savoir une chose, et j'ai lu encore un rapport c'était hier, où pendant la période des fêtes, et ce qui paraît logique et en même temps assez terrible, c'est qu'on a une augmentation en fait de plus de 30% des cyberattaques pendant ces périodes-là. C'est pas étonnant. Pendant les périodes des fêtes, que ce soit dans le monde personnel ou professionnel, vous êtes sujet à beaucoup plus de stress. Peut-être vous pensez à plein de choses en même temps. Vous faites moins attention, vous êtes moins concentré. Et puis il y a beaucoup d'achats. Et donc tout ça mélangé, c'est un peu une aubaine pour les cybercriminels. Et donc il y a une augmentation de plus de 30% aujourd'hui. Donc vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui, on est en plein dedans, ça va continuer à augmenter. Alors l'avantage, c'est qu'on a des solutions, on a des réponses et on a des bonnes pratiques pour nous aussi continuer à augmenter notre résilience et donc pouvoir faire face à ces menaces. C'est là aujourd'hui vraiment le vrai nerf de la guerre, c'est qu'est-ce que je mets en face finalement pour faire face à ces menaces et pour les contrer lorsque je serai attaqué. Tu viens passer, Arnaud. Est-ce qu'on va se poser une vraie question? On va se poser une vraie question. Êtes-vous réellement préparé? Je le disais, il n'y a pas de solution miracle. On n'a pas de solution miracle aujourd'hui. La seule solution, c'est de se préparer. De se préparer d'un point de vue logiciel, avec des solutions telles que Vim, et puis de se préparer aussi d'un point de vue humain, d'un point de vue ressources, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue financier également, de se préparer aussi d'un point de vue process. Donc, c'est de mettre en place une stratégie globale. Et d'ailleurs, nous, on a énormément de discussions depuis quelques temps, quelques mois, si ce n'est quelques années, avec beaucoup de RSSI qui maintenant prennent part à l'ensemble des discussions avec nous, parce que nous faisons partie intégrante d'une stratégie en fait de cyber-résilience, de cybersécurité. Donc, êtes-vous réellement préparé? Voilà, c'est une question de préparation et de planification. Et vous allez le voir dans le slide d'après, où on va se poser la question des différentes étapes de cette fameuse planification de votre stratégie d'entreprise. Arnaud?
Alors, je le disais, planification. Tout est une question de planification. Comment, finalement, le jour où je suis en condition réelle, le jour où finalement je me rends compte que ça commence à être crypté chez moi, le jour où je me rends compte que finalement on commence à être attaqué, qu'il y a des choses qui se passent, je vais devoir appuyer sur un bouton. Quand je vais avoir mes DSI, mes RSSI, mes DG derrière moi, au-dessus de mes épaules, qui ont demandé appuie sur le bouton vite, parce que là on est paralysé, on perd X millions par jour, c'est terrible. Donc ça, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas préparé votre stratégie, ça peut être une vraie catastrophe. Et nous, on l'a vu chez certains clients qui, malheureusement, ils avaient beau avoir des belles solutions telles que Vim, s'ils n'étaient pas préparés avant, en termes de bonnes pratiques, en termes de process humains, opérationnels, le jour où il faut appuyer sur le bouton, ça ne se passe pas comme on veut. Alors, cette préparation, elle passe par notamment différentes phases. Alors, je ne vais pas les commenter en détail, ça prendrait beaucoup de temps, mais vous le voyez, c'est expliqué. Il faut identifier dans vos infrastructures, il faut identifier finalement les données les plus critiques, mais pas seulement. Il faut mettre en place ce qu'on appelle les SLA. Il faut mettre des strates de criticité. Il faut comprendre en fait vos données. Une fois que vous avez compris vos données, vous allez vous dire bon, comment est-ce que je vais les protéger? Comment est-ce que je vais les protéger en X copies sur X sites? Je sais que Arnaud va y revenir un petit peu après sur ces bonnes pratiques de résilience de la donnée. Et ensuite, une fois que vous avez mis en place tout ça, la question à se poser, c'est comment est-ce que je vais essayer quand même d'anticiper? Je vais essayer de travailler un petit peu en amont. Et donc, c'est de détecter les menaces. Et là, une fois de plus, et vous le verrez, on va y revenir après sur notre stratégie notamment de Zero Trust, où on va pouvoir s'interfacer avec des solutions qui vous permettent de détecter les menaces, de mettre en place des process automatisés, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont là déjà, qui vont arriver et sur lesquelles on va vraiment investir et vous allez le voir un petit peu après. Et puis je terminerai sur la réponse et la restauration qui sont vraiment le dernier maillon où une fois qu'on a tout préparé, le jour où on est en condition réelle, comment quand j'appuie sur ce fameux bouton, tout va se passer pour le mieux. Voilà. Je dois être serein. La clé, c'est je veux être serein le jour où je suis en condition réelle. Je dois avoir tout préparé en amont. Vim, on vous aide à faire tout cela, mais après, c'est un vrai travail d'équipe et un vrai travail aujourd'hui de coordination entre différentes personnes, différents services, différentes solutions. Et à la fin, on a quelque chose quand même qui est plutôt sympa. Voilà. On l'a vu chez des clients qui avaient été attaqués. Alors, il y a des mauvaises histoires, mais aussi des très belles histoires où des clients ont été attaqués, où la menace est passée, bien sûr. Par contre, ils avaient tout préparé en amont et ils ont appuyé sur le bouton et ça s'est plutôt bien passé. Ils nous ont dit on a été serein de A à Z et puis et on est reparti. Voilà, on est reparti. Ça prend du temps, ça prend des jours, des semaines, mais en tout cas on repart et on sait qu'on repart bien. Voilà, et ça c'est important. Arnaud. Merci, Yoann. Je voudrais juste aller dans ton sens et insister encore sur tous ces aspects, dont tu as parlé, les aspects que tu as évoqués. Je dirais que dans l'arsenal anti-ransomware, j'utilise volontairement un vocabulaire un peu guerrier parce que ça s'apparente un peu à une guerre. Dans l'arsenal anti-ransomware, vous avez à votre disposition une arme puissante. Et parfois, cette arme, elle est en mauvais état ou elle est sous-estimée. On lui accorde peut-être pas l'importance suffisante ou nécessaire. Et parfois, cette arme, elle est mal exploitée parce que vous ne vous êtes pas suffisamment préparé à vous en servir. Et cette arme, ce sont vos sauvegardes. Vos sauvegardes sont votre ultime ligne de défense. Ce qu'on constate souvent quand on discute avec nos clients ou quand on fait des études et des analyses sur le marché pour essayer de comprendre, ce qu'on constate, c'est que les efforts et les moyens sont souvent concentrés sur le volet cybersécurité uniquement ou majoritairement et pas assez sur le volet de la cyber-résilience. Cybersécurité, cyber-résilience. La cybersécurité, c'est toutes les opérations et les actions qui sont réalisées en amont pour se protéger, pour mettre des barrières. C'est la prévention.
Et l'aspect cyber-résilience, c'est tous les efforts que vous mettez en place pour vous relever, repartir, redémarrer vos applications. Et pour assurer cette reprise d'activité et avoir cette résilience suffisante, vos sauvegardes sont votre meilleure arme. La sauvegarde, c'est l'ultime ligne de défense et chez Vim, on considère que c'est la meilleure ligne de défense dans la stratégie de protection, protection globale contre la menace ransomware. Alors, est-ce que, c'est-à-dire, s'il fallait, comment dire, appliquer un principe de base pour être résilient et suffisamment résilient, ce principe de base, c'est ce qu'on appelle la règle du 3-2. Vous la connaissez pour beaucoup d'entre vous, mais c'est une règle ça fait des années qu'on communique sur cette règle, qu'on l'évoque quasi systématiquement à tous nos webinars et tous les événements qu'on peut faire, parce qu'elle est extrêmement importante. C'est une règle fondamentale. Et si tous nos clients ou si l'ensemble des entreprises mettaient en œuvre cette règle simple de bon sens et cette règle de bonne pratique, beaucoup d'entreprises se sentiraient beaucoup plus résilientes et beaucoup plus d'entreprises se sentiraient beaucoup plus fortes à faire face à la menace ransomware. La règle du 3-2-1, qu'est-ce qu'elle dit? Juste un rappel, vous connaissez déjà cette règle, ou peut-être que je pense que vous l'avez déjà mise en œuvre dans vos environnements, peut-être sans le savoir ou sans savoir qu'elle porte ce nom. Mais la règle du 3-2-1, ce qu'elle dit, c'est que pour toute stratégie de protection de données résiliente et qui soit robuste, il faut au minimum avoir 3 copies de données. Lorsqu'on dit 3 copies de données, dans les 3 copies de données, il y a la copie de production, la copie initiale. Et à cette copie de production initiale, il faut rajouter 2 copies supplémentaires. C'est ce qu'ils font les 3 copies. Donc une copie initiale et 2 copies supplémentaires. Et ces 2 copies supplémentaires, ce sont les sauvegardes. Donc il faut au minimum, le 3, si on doit reformuler les choses, le 3 de la règle souligne l'importance d'avoir au minimum 2 sauvegardes. 2 sauvegardes. 3 copies au total, mais 2 sauvegardes. Le 2 de la règle rappelle la nécessité d'utiliser des médias, des supports différents pour stocker les 2 sauvegardes. C'est une question de risque. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier et que les paniers sont identiques, s'il y en a un qui est défaillant, vous prenez le risque de perdre l'ensemble de vos données. Donc c'est important de créer une rupture technologique au niveau des supports et des médias utilisés pour stocker ces sauvegardes. Le 1 de la règle rappelle l'importance d'avoir une copie, au minimum une copie externalisée. Encore une fois, si vous mettez l'ensemble de vos copies au même endroit, vous créez un risque supplémentaire sur vos données. Pour réduire les risques, je parle de risque parce que, encore une fois, c'est de la gestion de risque et on veut réduire les probabilités de perte. Pour réduire les risques, il faut avoir une copie externalisée sur un site distant, dans une salle distante ou dans le cloud, parce que le cloud est une alternative intéressante pour tous ceux parmi vous qui n'ont pas de site secondaire. Donc ça, c'est la base de la règle 3-2-1. 3-2-1, 3 copies de données, 2 supports différents, une externalisation au minimum. Cette règle, on l'a revisitée chez Vim pour la rendre plus résiliente. Vous voyez, notre mission chez Vim, c'est de vous rendre le plus résilient possible. Donc on a revisité cette règle pour qu'elle devienne plus résiliente, plus robuste, et qu'elle vous aide à mieux appréhender les difficultés nouvelles qui sont liées au ransomware et aux autres menaces de type cyber. Cette règle, elle est devenue la règle du 3-2-1-1-0. On a rajouté un 1 et un 0 pour insister sur le besoin, la nécessité d'avoir au moins une copie de sauvegarde qui soit stockée sur un média déconnecté, d'accord, ou sur un média immutable, immuable. Le média déconnecté par excellence, c'est la bande, sauvegarde sur bande. Vous sauvegardez sur une cassette, la cassette, la tape, vous la retirez du lecteur, du drive, vous rangez dans un placard ou vous externalisez vers un autre site. Vous avez de cette manière-là une donnée qui est copiée physiquement sur un média déconnecté du système d'information. Aucune connexion possible et de cette manière, vous isolez de manière physique vos sauvegardes et vous supprimez l'exposition au risque qui pèse sur ces sauvegardes lorsqu'elles sont connectées au système d'information.
médias offline ou médias immutables. Les médias immuables, ou le stockage immuable, c'est une autre réponse, une autre manière d'avoir ce deuxième 1 de la règle qui permet simplement de mieux protéger les sauvegardes lorsqu'elles sont stockées sur ce type de médias, en empêchant, en protégeant, en empêchant la suppression de ces sauvegardes sur le média. On va, via ces mécanismes-là, on va verrouiller en fait les sauvegardes pour ne pas qu'elles soient supprimées. Et pourquoi on fait tout ça en réalité? C'est-à-dire que le 1 de cette règle, de cette déclinaison Vim de la règle du 3-2-1, ça vient directement de la statistique qui a été évoquée par Johan tout à l'heure. C'est qu'on sait aujourd'hui que donc la quasi-totalité, et toutes les études sont unanimes là-dessus, dans la quasi-totalité des attaques ransomware, les hackers essaient d'identifier les sauvegardes et essaient de les supprimer. Et donc, il faut mettre tout ce qui est en votre pouvoir, tout ce qui est possible pour protéger ces sauvegardes, isoler ces sauvegardes et empêcher que ces sauvegardes ne soient exposées à ce type de risque. Le 0, pour finir, de la règle, ça rappelle l'importance de s'assurer de n'avoir aucune erreur sur ces sauvegardes. Ça rappelle l'importance de faire des tests de restauration réguliers pour avoir cette confiance et cette sérénité que vos sauvegardes que vous faites depuis des années sont utilisables et qu'elles vous seront utiles le moment venu. C'est nécessaire de faire des tests de restauration réguliers. Vim vous aide dans ce sens avec de la technologie, des fonctionnalités qui vous apportent de la facilité, de la simplicité, qui permettent d'automatiser des tests de restauration. Et donc, en mettant en œuvre ce principe, en appliquant cette règle du 3-2-1-1-0, vous aurez déjà une base en termes de résilience qui vous permettra d'être déjà beaucoup plus serein et de mieux résister à l'ensemble des menaces de type ransomware. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça suffit? La réponse, évidemment, est négative. Non, ce n'est pas suffisant. En fait, rien n'est jamais suffisant en matière de cybersécurité et de cyber-résilience. Ça ne suffit pas. Le paysage des menaces évolue constamment avec de nouvelles vulnérabilités, de nouvelles méthodes d'attaque. Donc, c'est essentiel, c'est capital d'adopter une posture de sécurité proactive, une posture de veille sécuritaire active pour anticiper un certain nombre de choses et avoir un coup d'avance, si possible. Dans l'industrie de la protection de données, il y a plusieurs méthodologies, plusieurs recommandations, bonnes pratiques pour vous aider justement à avoir cette approche proactive et pour renforcer votre résilience. Il y a de nombreuses bonnes pratiques et de nombreuses méthodologies quand on parle cybersécurité pour avoir la bonne stratégie. Il y en a une que nous utilisons, nous, qui nous inspire et qu'on considère comme l'une des plus efficaces, c'est l'architecture Zero Trust. L'architecture Zero Trust, c'est un modèle de sécurité qui repose sur le principe de ne jamais faire confiance, en fait, toujours vérifier les choses. Et les principes de cette architecture Zero Trust, c'est de la vérification rigoureuse. Toute demande d'accès aux ressources doit être vérifiée et avant d'être accordée à un utilisateur. Le minimum en termes d'accès. Donc, les utilisateurs ne doivent accéder aux ressources que nécessaires. Ils doivent accéder aux ressources dont ils ont uniquement besoin pour une tâche spécifique. C'est ce qu'on appelle le principe du moins de privilèges. La segmentation du réseau, effectivement. Côté Vim, on suggère, on propose beaucoup de bonnes pratiques autour de choses à mettre en œuvre pour sécuriser l'infrastructure de sauvegarde. La segmentation du réseau est importante et dans ce qu'on propose comme recommandation, on recommande par exemple d'isoler l'infrastructure de sauvegarde, de ne pas laisser l'infrastructure sur les mêmes environnements réseau, sur les mêmes domaines d'authentification que la production, pour des raisons évidentes, simples de sécurité. Donc la segmentation du réseau dans l'architecture Zero Trust, c'est quelque chose de très important. Évidemment, il y a tout l'aspect contrôle sécurité en temps réel, avec de l'analyse comportementale, détection pour détecter des activités suspectes.
il y a aussi la présomption de compromission, c'est-à-dire qu'il faut se comporter et agir comme si les compromissions avaient déjà eu lieu en fait, et rechercher, être constamment à la recherche d'indicateurs de compromission dans l'environnement. Et puis évidemment, des aspects d'authentification divers et variés, comme l'authentification multifacteur, qui sont des choses qui sont, par exemple, pour ce qui est de Vim, ce sont des technologies et des mécanismes qui sont proposés pour mieux sécuriser l'accès à l'infrastructure de sauvegarde. Et donc, le Zero Trust, son objectif, c'est de renforcer la sécurité en supprimant cette idée de confiance implicite sur un réseau et en remplaçant par une validation continue. Ça sert simplement à rendre beaucoup plus difficile pour les attaquants. En tout cas, ça rend difficile aux attaquants le fait de se déplacer latéralement à travers un réseau une fois qu'ils y ont pénétré. Donc les déplacements latéraux sont contraints, sont limités par ce type de méthodologie que vous pourriez mettre en œuvre dans votre environnement. Alors, ce Zero Trust architecture, dans la toute dernière version de Vim Backup et Réplication, la version 12.1 qui est sortie le 5 décembre dernier, l'obsession qu'on a eue dans cette version, c'est de renforcer davantage et de compléter ce principe de Zero Trust architecture avec des capacités supplémentaires de détection et d'identification de la menace. La 12.1 de Vim concentre un nombre assez important de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités autour de la détection et de l'identification de la menace. Dans cette version, vous aurez des fonctionnalités de détection de ransomware, détection inline, c'est-à-dire que c'est la détection qui a lieu en temps réel au moment de la sauvegarde. Les éléments, les composants Vim, sans entrer dans trop de détails techniques, mais les composants Vim vont analyser les flux de données au moment de la sauvegarde, et grâce à des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle, on va détecter la présence d'indicateurs de compromission, de modifications anormales à l'intérieur du file system, et détecter ainsi des traces de ransomware ou la présence de malware sur les machines qu'on sauvegarde, avec ces mécanismes de détection inline. Vous aurez aussi des mécanismes de détection dite externale. On a appelé ça détection externale. C'est des mécanismes qui s'appuient sur des API qu'on a appelé Vim Incident API. Le principe, il est simple, c'est que Vim va s'appuyer sur toutes les solutions qui existent dans l'industrie de la cybersécurité, qui sont des solutions spécialisées pour la détection en temps réel de la menace, la détection en temps réel des activités suspectes sur le réseau ou dans l'environnement. On va s'appuyer sur ces spécialistes-là pour être informé de la présence d'indicateurs de compromission en production pour éventuellement agir sur les sauvegardes en faisant par exemple une sauvegarde avant que ce ne soit trop tard. Donc une opération comme celle-là ou une action côté Vim comme celle-là peut permettre de limiter l'impact et de réduire les dégâts qui peuvent être pénétrés, puisque Vim aura potentiellement déclenché une sauvegarde avec un snapshot par exemple d'une machine virtuelle, d'une VM, avant que l'ensemble du file system de la VM ait été chiffré par exemple. Okay. Deuxième intérêt, ça va permettre d'indiquer ou d'apporter l'information dans la console aux administrateurs de la sauvegarde de la suspicion, une présence suspecte d'éléments à l'intérieur des machines virtuelles. Donc on va flaguer de cette manière ou identifier les points de restauration comme étant sains ou comme étant suspects. Ce sont des indications qui sont extrêmement importantes au moment de la restauration. Au moment de la restauration, c'est capital pour l'administrateur qui restaure de savoir si les points de restauration qu'il utilise ne prennent pas le risque de contaminer ou de réinfecter la production à l'issue de la restauration. Donc d'autres fonctionnalités dans cette version 12.1 autour de la détection et de l'identification, mais je voulais m'étendre un peu plus sur les 2-3 fonctionnalités majeures. Pour ce qui est de la restauration, c'est important aussi. La réponse à apporter, la restauration après le ransomware. Donc là, on est vraiment dans l'aspect cyber-résilience.
j'ai été chiffré, mon infrastructure est interrompue, j'ai été contaminé par un malware, je veux redémarrer, je veux restaurer. Évidemment, la restauration, elle est capitale dans la stratégie. Il faut restaurer, mais il faut restaurer vite, avec des fonctionnalités, des mécanismes de restauration rapide. Et on reviendra un peu tout à l'heure là-dessus avec Johan, mais cet aspect, il est extrêmement important de pouvoir restaurer le plus rapidement possible dans les délais qui sont imposés par les applications, par vos applications les plus critiques. Si on reste dans l'aspect Zero Trust architecture, ce qu'on a intégré ou apporté dans cette version 12.1, c'est de nouvelles capacités d'analyse et d'investigation sur de la détection offline. Là, on a appelé ces mécanismes-là détection offline parce que c'est de la détection de menaces, de ransomware à l'intérieur des sauvegardes. On va pouvoir le faire de manière ponctuelle et manuelle, mais de manière automatisée. Vous allez pouvoir créer des tâches planifiées qui vont s'exécuter de manière très régulière pour analyser le contenu des sauvegardes et pour détecter des éléments des indicateurs de compromission. Pour apporter ces capacités d'investigation et d'analyse, on utilise des mécanismes, ou en tout cas on intègre dans Vim des choses qui existent depuis de nombreuses années dans le monde de la cybersécurité. On intègre des outils qui sont utilisés par les spécialistes de la cybersécurité pour identifier et classifier les malwares et classifier, identifier les menaces avec une base de signatures. Et ces mécanismes portent le nom de Yara. Yara, vous regarderez sur Internet ce que veut dire l'acronyme, mais Yara, c'est juste un langage avec une syntaxe très simple qui permet de définir ce qu'on veut rechercher à l'intérieur d'un file system. Donc, c'est des signatures, par exemple, c'est des informations, des adresses hexadécimales ou des signatures de ransomware en particulier. On définit ce fichier Yara et ensuite, le fichier, une fois qu'il est défini, on va l'intégrer à Vim, on va le fournir à Vim pour que Vim aille analyser dans ses sauvegardes et puisse détecter la présence ou en tout cas identifier tout ce qui correspond aux informations du fichier Yara, tout ce qui a la même correspondance au niveau des sauvegardes. Donc les fichiers Yara sont très simples à créer, vous pouvez vous-même les définir, mais ce qui est intéressant avec tout ce qui est Yara, c'est que c'est libre, c'est de l'open source. Et donc sur Internet, vous avez une base très importante de fichiers Yara qui existent et qui vont vous permettre de rechercher des éléments, des choses très spécifiques à l'intérieur de vos sauvegardes. Si vous voulez par exemple identifier des traces de Ryuk étant un ransomware qui est très actif depuis plusieurs mois, plusieurs années, eh bien vous tapez sur Internet fichier Yara Ryuk, vous aurez plusieurs exemples de fichiers Yara qui ont été conçus par la communauté, par des spécialistes de cybersécurité pour rechercher spécifiquement des signatures de ce type de ransomware. Et donc, il suffit de prendre ce fichier Yara, de l'intégrer à Vim et d'analyser l'ensemble de vos sauvegardes à la recherche d'un élément de ce type-là. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui vont vous aider à être beaucoup plus proactifs. Je vous disais tout à l'heure, dans l'architecture Zero Trust, un des principes clés, c'est la présomption de compromission. Vraiment être se dire, se comporter ou agir comme si la compromission avait déjà eu lieu et que vous étiez dans l'urgence, la nécessité d'identifier la menace qui était déjà présente. Et donc, via ces nouvelles fonctionnalités, notre objectif, c'est ça, c'est de vous donner de nouvelles capacités d'analyse, d'investigation pour vous rendre beaucoup plus proactif dans cette quête de résilience. Le troisième volet, je dirais, sur lequel on a apporté des nouveautés dans la version 12.1, c'est des mécanismes et des fonctionnalités qui vont vous aider à mieux sécuriser et mieux protéger l'infrastructure de sauvegarde. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui existaient dans les versions précédentes, je vais pas revenir là-dessus, mais ce qui est nouveau et intéressant, par exemple, dans la 12.1, c'est un mécanisme qu'on a appelé For Eyes Authorization ou Protection. Je vais le reformuler autrement, c'est la validation, la double validation. D'accord ? Le principe, c'est quoi ? C'est que pour toutes les opérations sensibles qu'on peut être amené à réaliser sur une infrastructure de sauvegarde Vim, par exemple, la suppression des sauvegardes, la modification du repository,
le changement d'information au niveau des permissions utilisateurs. Toutes ces opérations-là sont des opérations sensibles et surtout, ce sont exactement les mêmes opérations que les hackers vont essayer de faire si ils ont pénétré votre SI. Ils vont essayer de modifier, d'obtenir des privilèges, ils vont essayer de supprimer vos sauvegardes, comme on l'a vu, c'est la tendance actuelle. Et donc, si on peut ralentir ce type d'opération ou contrecarrer ce type d'opération, eh bien, dans la stratégie de réponse globale, c'est tout bénef. Et donc, cette fonctionnalité de double validation, elle est simple, c'est que pour ces opérations sensibles, Vim ne va pas les exécuter tout de suite. Si je suis administrateur et que je veux supprimer un repository, Vim va demander la validation d'un deuxième administrateur. Donc, c'est une double validation. Il faut 2 validations de 2 administrateurs différents pour que l'opération soit exécutée par Vim. Okay. Donc, c'est des mécanismes de bon sens, simples, mais qui peuvent être grandement efficaces et qui peuvent ralentir de manière importante les opérations d'un hacker qui aurait compromis votre système. En termes d'information, désormais, dans la console de Vim Backup et Application, vous allez voir apparaître ça, ce que vous avez sur le slide. C'est une sorte de dashboard, en fait, qui va remonter des informations, des indicateurs clés, des indicateurs sur le niveau de sécurisation de l'infrastructure, sur l'état de santé l'état de la sécurisation de la résilience de l'infrastructure. Toutes les bonnes pratiques de Vim vont être vérifiées, contrôlées, checkées directement par Vim. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si je reviens en arrière, vous voyez que sur le slide à droite, vous avez une ligne qui s'appelle Security and Compliance Analyzer. Ça, c'est directement, ce sont en fait toutes les bonnes pratiques de Vim, les recommandations, les préconisations que vous voyez souvent depuis de nombreuses années dans des white papers ou sur nos sites internet ou qui sont présentés pendant des webinars. L'idée, c'est que toutes ces bonnes pratiques, on les a intégrées dans le produit et c'est Vim lui-même, le serveur Vim, qui va aller vérifier que les bonnes pratiques sont mises en œuvre et qu'elles sont appliquées, que les configurations du serveur de sauvegarde sont conformes à l'ensemble de ces bonnes pratiques. Donc dans la 12.1, il y a une trentaine de vérifications de ce type qui vont être réalisées et les informations que vous avez dans cette fenêtre viennent en partie de ce Security and Compliance Analyzer. Ça permet comme ça d'avoir un score sur le risque qui pèse sur l'infrastructure de sauvegarde. Voilà. Si vous ne mettez en œuvre aucune bonne pratique sécuritaire sur l'infrastructure et que vous n'isolez pas vos sauvegardes, que vous ne mettez pas en œuvre la règle du 3-2-1, forcément vous aurez un score beaucoup moins élevé, un score beaucoup plus bas que l'environnement dans lequel les bonnes pratiques sont mises en œuvre. Donc cette vue là qu'on a appelée le Threat Center, voilà, c'est dashboard, information synthétique avec des indicateurs clés. Et puis évidemment, vous avez la possibilité après d'aller dans le détail pour avoir un peu plus d'informations sur chacun des volets ou des aspects de la sécurité. Statut de la protection, la restauration, la sécurisation, le statut de l'immutabilité des sauvegardes, par exemple. Vous avez un score sur la partie à droite pour chacun de ces volets, chacune de ces étapes. Donc, pour résumer sur cet aspect, le Zero Trust Architecture, c'est un modèle de sécurité informatique qui repose sur le principe de ne jamais faire confiance, toujours vérifier, avec plusieurs principes clés, une vérification rigoureuse, un accès minimal, mettant en œuvre le principe du moindre privilège, la segmentation du réseau, le contrôle de sécurité en temps réel avec des solutions d'analyse comportementale ou de détection pour détecter des activités suspectes. La présomption de compromission, ça c'est extrêmement important pour avoir une proactivité optimale. Évidemment, les méthodes d'authentification multifacteurs par exemple, tout ça c'est pour ralentir, c'est pour freiner et compliquer la tâche des attaquants
éviter des déplacements latéraux. Il n'y a pas de technologie idéale en cybersécurité, il n'y a pas de mécanisme idéal. En fait, il faut empiler des couches, il faut avoir une approche globale. Et plus vous empilez des couches en termes de protection, meilleure est votre résilience et meilleure est votre sécurité. Et évidemment, derrière, plus serein vous serez. Alors, pourquoi Vim? Pourquoi Vim? Pourquoi Vim? Pourquoi Vim? Pourquoi Vim? Eh bien, Vim, c'est la solution, l'une des seules solutions, seule solution du marché où vous aurez à la fois la capacité de sauvegarder, protéger vos machines virtuelles, vos machines physiques et tout un ensemble de choses qu'on verra tout à l'heure. Vous avez aussi la capacité de répliquer vos machines virtuelles, sauvegarde et réplication. On oublie souvent que le nom du produit, c'est Vim Backup et Réplication. Donc on sauvegarde, mais on a aussi la capacité de répliquer. Souvent, le terme de réplication, il est un peu galvaudé dans l'IT et on l'associe parfois à des choses qui ne sont pas vraiment de la réplication. Ici, on parle de réplication de VM, vraiment réplication de VM. Vous avez en destination une machine virtuelle qui est préenregistrée sur un cluster, une infrastructure VMware ou Hyper-V sur un site secours et qui est prêt à redémarrer dans le cadre d'une reprise d'activité. Donc, sauvegarde et réplication. Vim vous permettra de faire des sauvegardes sécurisées, évidemment, et la restauration rapide, c'est probablement un des savoir-faire les plus importants de Vim, la capacité de restaurer très vite avec des mécanismes d'instant recovery. Tout ça, ce sont des technologies, des mécanismes qui ont fait comment dire, la popularité de Vim depuis de nombreuses années. C'était un vrai savoir-faire et ça fait partie d'une de nos forces, notre capacité à restaurer vite, granulairement, avec l'ensemble des mécanismes de restauration instantanée. Yoann en parlait tout à l'heure, on parle de data freedom, c'est un pilier de notre vision technologique. Cette liberté de la donnée apportée par la mobilité cloud. Avec Vim aujourd'hui, vous pouvez sauvegarder VMware et restaurer chez Hyper-V. Vous partez d'Hyper-V, vous allez sur HV. Et puis demain, si vous voulez aller dans le cloud, vous partez de VMware, vous allez dans Azure, vous allez sur AWS. Vous avez vraiment une conversion, transformation, une mobilité totale entre les clouds publics et les clouds privés. Et ça, aujourd'hui, c'est unique sur le marché. Ce principe-là, on l'appelle le Anywhere to Anywhere. Et c'est unique sur le marché, cette capacité à avoir cette portabilité totale et cette mobilité complète et totale. Yoann, pourquoi Vim? Est-ce que tu as d'autres arguments? Pourquoi Vim? Écoute, je pense que tu as extrêmement bien résumé la situation. J'espère d'ailleurs que tout le monde a été extrêmement attentif sur la partie Zero Trust parce que je pense que ça a répondu à la question. Ça a répondu à la question de où va Vim, où se dirige Vim dans les années à venir et quelle stratégie met en place. Donc effectivement, je pense que c'est extrêmement important de comprendre cette stratégie-là. Alors, si je peux en rajouter un petit peu sur la notion de, vous le voyez à l'écran, hein, de proactive monitoring and analytics, ça complète exactement et parfaitement ce que vient d'expliquer Arnaud. On a beau avoir, je le dis toujours quand je parle de ce sujet, on a beau avoir une super solution, on a beau avoir une des meilleures solutions du marché, telle que Vim par exemple, si vous avez un écran noir quand vous êtes devant votre écran et que vous avez besoin de faire une action ou de comprendre ce qu'il se passe, bah, ça ne sert pas à grand chose d'avoir la meilleure solution du marché. Donc c'est extrêmement important de pouvoir adosser à ces solutions, donc à Vim, et puis à l'écosystème, des fonctionnalités de monitoring, de reporting, d'analytics, de documentation, et tout ceci de façon extrêmement simple et rapide. Parce que ce qu'on veut quand on met en place ce genre de choses, c'est d'avoir, je schématise un peu de façon intentionnelle, mais assez facilement, assez avec des beaux dashboards, des beaux camemberts, vous savez, c'est un peu ce qu'on dit pour schématiser et faire des raccourcis. Globalement, ce que l'on veut, c'est avoir accès à l'information le plus rapidement possible. Quand j'ai une case rouge, je vais voir tout de suite ce qui se passe, je clique, je regarde. Quand j'ai une case verte, etc. Bon, c'est très théorique ce que j'explique, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin, ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on se base pour proposer justement, et Arnaud a montré le Threat Center,
qui est un peu le futur de Vim en termes de monitoring global et d'approche globale des architectures. Ça reflète exactement la vision que l'on a et ce vers quoi on va aller dans le monde du monitoring ou du moins de la surveillance de la donnée. Je préfère dire ce mot-là. On voit également à l'écran les grandes notions d'alerting de l'activité, pouvoir surveiller, et Arnaud en a parlé dans le modèle Zero Trust, surveiller les modèles, par exemple, qui sont suspicieux, les sauvegardes, les données qui sont suspicieuses, ou alors qui sont infectées, pouvoir tout de suite les taguer et les voir visuellement, c'est aussi extrêmement important. Et puis, je pense qu'une fois qu'on a identifié tout ça, une fois de plus, si vous êtes devant l'écran et que vous dites bon bah je sais que ça va pas, mais que derrière vous pouvez rien faire, une fois de plus c'est très inutile. Et donc la remédiation automatisée, c'est quelque chose aujourd'hui qui est obligatoire. Dans un monde où on est de plus en plus attaqué par et on le voit d'ailleurs dans les ransomware, les cybermenaces, c'est de plus en plus en mode SaaS et également en mode IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des attaques, des cybermenaces qui se font en mode automatisé, en mode IA. Et ça, c'est extrêmement dévastateur. Et donc, nous, on doit pouvoir en face s'adapter, je le disais tout à l'heure, et donc mettre en place des solutions de surveillance de la donnée, d'alerting de la donnée en temps réel et automatique, et surtout de remédiation. C'est ce qu'on appelle, et Arnaud y reviendra, je pense, avant la fin de la discussion, sur la notion de résilience radicale, où on va un peu plus loin que de la simple résilience et de la simple cyber-résilience. Voilà d'un point de vue en quelques mots notre notion, notre vision autour du monitoring, de la surveillance de la donnée et de l'analyse de la donnée. Et on en est qu'aux prémices, on en est vraiment qu'aux prémices. On fait déjà beaucoup de choses, on fait énormément de choses, mais on est en train de se diriger, et vous allez le voir, vers quelque chose de beaucoup plus automatisé, beaucoup plus intelligent, si j'ose dire, dans ce monde où on parle beaucoup d'AI, d'IA, pour le dire en français, d'intelligence artificielle, et qui aujourd'hui n'est que le début de l'aventure. Voilà. Okay. Arnaud, je te repasse la parole. Sur l'orchestration, non, j'ai quelques mots à dire sur l'orchestration. Je suis navré, Arnaud, je peux être une pipette parfois. L'orchestration, aujourd'hui, on en a parlé, c'est important dans une architecture d'avoir de bout en bout des solutions qui s'imbriquent les unes avec les autres, de pouvoir que chacune discute dans cet écosystème et de mettre en place une stratégie globale. Chez Vim, il y a une notion qui est extrêmement importante pour nous, c'est l'orchestration. C'est vos SLA, c'est vos données, c'est comment je vais automatiser au maximum, comment je vais avoir une vue parfaite de mes plans de reprise d'activité et comment je vais pouvoir les orchestrer. Et on l'a vu, et moi je l'ai vu cette année avec certains clients, où suite à une attaque, ils ont dû déclencher leur PRA, leur plan de reprise d'activité, et pour redémarrer au plus vite. Donc certains l'ont fait sur des sites distants qui leur appartenaient. J'ai vu aussi des clients qui l'ont redémarré dans des clouds publics chez des hyperscalers, par exemple. On a différents cas d'usage. Mais en tout cas, ils l'ont mis en place, et notamment, ça peut passer par notre outil chez Vim qu'on appelle l'orchestrateur, enfin Vim Orchestrator, qui s'imbrique dans notre plateforme et dont on va revenir un petit peu après. Aujourd'hui, on est obligé, dans un cadre de PRA, pardon Arnaud, j'avais juste encore deux petits mots à dire. J'ai prévenu, je peux être pipelette si on ne m'arrête pas. Le test. Aujourd'hui, quand on a un plan de reprise d'activité, ce que l'on recherche, parce que c'est quelque chose qui est maîtrisé depuis des années, le PRA, ce que l'on recherche aujourd'hui vraiment, c'est comment je l'automatise, comment je le documente surtout, comment je peux le tester, d'accord, et le faire de façon sécurisée. Donc, c'est 4 points qui sont essentiels dans la stratégie de PRA. Si aujourd'hui, vous avez un PRA et que vous avez une procédure grosse comme ça et que vous devez appuyer sur 500 boutons en même temps et que vous n'êtes pas sûr de vous parce que c'est pas très sécurisé et que vous l'avez pas testé dans l'année, laissez-moi vous dire que, et on a eu le cas, que ça va pas se passer très bien, ou alors en tout cas, ça va être un peu au hasard. Donc, globalement, tout ça, il faut vraiment y penser, il faut vraiment en amont, comme je le disais, c'est dans la notion de prévoyance, de préparation, on l'abordait au début du webinaire, et il faut le mettre vraiment en top priorité lorsque vous réfléchissez à votre stratégie de cyber-résilience. Et tu peux cliquer, mon cher Arnaud. Alors, on en a parlé, la Vim Data Platform,
l'image que vous avez à l'écran, c'est un peu ce que vous allez voir de plus en plus chez Vim, et on en est plutôt fiers. C'est notre nouvelle approche et notre approche globale. On le voit, hein, le joli carré vert qui est la Vim Data Platform, qui finalement contient l'ensemble du discours que vous avez eu depuis le début du webinaire, hein, avec ce dont Arnaud vous a expliqué, et puis la partie orchestration et monitoring que j'ai abordé il y a quelques minutes. C'est notre cœur, c'est notre fondation, et c'est ce pour qu'on existe et qu'on va continuer à développer extrêmement fortement. Néanmoins, on s'est ouvert chez Vim depuis quelques temps, et notamment depuis cette dernière partie de l'année, où maintenant on propose des services as a service, de gestion de la donnée, de protection de la donnée as a service. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on peut en dire quelques mots, parce qu'on pourrait y passer du temps. C'est aujourd'hui de pouvoir gérer vos données O365, vos données Azure, bientôt vos données AWS, et beaucoup plus qui vont arriver, Salesforce, etc., en mode as a service. Vous avez le choix aujourd'hui de vous dire, je vais utiliser les solutions de Vim, le moteur de Vim dans mes infrastructures, mais vous avez aussi le choix de pouvoir consommer de la donnée dans nos clouds à nous, as a service, où vous ne vous préoccupez que de vos stratégies et des notions d'accès et de vos utilisateurs. Tout ce qui est sous-jacent est pour nous, pour notre pomme, si j'ose dire, et sous notre responsabilité. C'est deux manières de consommer la donnée, deux manières d'aborder la donnée. Et puis ensuite, je terminerai, la Radical Resiliency, ça comprend, et Arnaud va en parler, je pense, en conclusion, ça comprend notre stratégie, toutes nos fonctionnalités autour de la sécurité, Zero Trust, mais également l'ensemble de nos solutions pour vous permettre de mettre en place une vraie stratégie de résilience dans vos architectures. Et puis, je l'aime beaucoup, on n'est qu'au début, hein, je l'ai dit, les différentes capacités autour de l'intelligence artificielle. On a commencé à le faire, hein, on en a parlé, la détection inline des malwares qui est en place, la partie AI assistant, c'est une petite chose, hein, au sein de notre console, mais néanmoins qui commence à introduire des notions d'automatisme, d'IA, etc. Et ça va s'intensifier dans les mois à venir, dans les années à venir. Et de plus en plus, on va essayer de suivre le mouvement, de suivre l'actualité, de suivre le marché, les demandes des clients autour de cette automatisation et de cette AI. On n'en est qu'au début, honnêtement, et le monde se transforme, et pas seulement Vim autour de ça. Et on va essayer de le suivre, et vous le verrez, je pense qu'il y aura des très belles surprises autour de ces fonctionnalités-là. Je terminerai sur le petit bandeau que vous voyez en bas. Je ne vais pas tout détailler, bien sûr, mais l'idée, c'est de vous dire qu'on est depuis des années dans le monde du cloud public, dans le monde du SaaS avec Salesforce, O365, et également dans le monde Kubernetes, mais maintenant, ça fait quelques années, on est leader avec notre solution Kasten, où on peut gérer, sauvegarder, répliquer, protéger, migrer, voilà, beaucoup de choses autour des containers de Kubernetes. Et on est très fiers de cette solution, puisqu'aujourd'hui, on propose des choses qui ne sont pas égalées sur le marché encore et qui nous permettent d'être extrêmement granulaires dans ce monde Kubernetes, qui n'est pas un monde aujourd'hui qui est encore extrêmement simple, extrêmement fluide pour tout le monde, y compris pour moi d'ailleurs, mais sur lequel on mise énormément, et je pense que vous aussi, vous misez énormément. Et donc, on est déjà prêt, on a déjà des très très belles références et on continue d'évangéliser. Et j'espère que si vous avez des projets, ou même si vous n'avez pas de projet, si vous avez des discussions autour de ça, n'hésitez pas, on est preneur pour s'enrichir, pour vous donner aussi notre vision, et pourquoi pas construire quelque chose ensemble autour de cette notion de Kubernetes. Voilà, en deux mots, ce qu'on pouvait dire sur la notion de Vim, de façon globale, et ce vers quoi on se dirige avec Vim. Parfait. Arnaud, je te redonne la parole. Ouais, merci Johan. Matt, tu es là? Non? Matt, il n'est pas là? Non, si. Matt est parti. Si, Matt est là. Matt est là. Bah, tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Parce qu'on ne t'entend pas là. Non, on ne t'entend pas. Un problème chez toi avec ton micro. Tu as dû muter quelque chose ou... Bon. Bon, sinon on va le faire à sa place, c'est pas très grave. Ouais. Si tu retrouves ton micro, tu nous fais signe. La Vim Data Platform,
que Johan a brillamment présentée. Elle existe aujourd'hui en 3 éditions. D'accord. Il y a 3 éditions de la Vim Data Platform. L'édition Foundation, qui est tout en bas, enfin tout en bas, qui est au milieu. Dans cette édition Foundation, vous retrouvez les capacités de sauvegarde et de restauration, d'accord, avec Vim Backup et Réplication, qui est le nom du produit. Vous avez l'édition Advanced de la Vim Data Platform, avec sauvegarde, restauration, plus supervision, reporting, analyse. Et donc, les produits qu'on retrouve à l'intérieur, c'est Vim Backup et Réplication, plus Vim One. Et tout en haut, l'édition la plus complète avec l'ensemble des technologies, des innovations et du savoir-faire de Vim, c'est la Vim Data Platform édition Premium. Vous avez sauvegarde, restauration, analyse, supervision, plus toutes les capacités d'orchestration de la restauration et d'orchestration de la reprise d'activité. Okay, donc trois éditions aujourd'hui. Je dirais que faut de plus en plus voir la Vim Data Platform comme non plus comme des produits séparés, distincts, autonomes. L'ensemble des produits Vim Backup, Vim One et Vim Orchestrator fonctionnent avec de plus en plus de synergie. Et bientôt, il n'y aura plus de frontières réelles entre tous ces produits. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de plateforme depuis quelques années. C'est qu'il n'y aura plus de frontières au niveau des produits. L'ensemble de ces produits vont devenir quasiment indissociables. Et de plus en plus d'environnements, de plus en plus de clients auront besoin de l'intégralité de ces technologies sur l'ensemble des briques. Matt, toujours pas revenu? Toujours pas. Bon. Si je peux me permettre, Arnaud. Oui. Si je peux me permettre également de terminer cette notion de plateforme, enfin d'édition, etc. On a également, et ça se voit pas ici, mais on a également des notions d'accompagnement chez Vim qui sont importantes. On a des services qui s'appellent, par exemple, des gens qui sont du TAM, des gens qui font du SAM. C'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent vous être dédiés et qui peuvent vous accompagner selon les projets dans le suivi de vos architectures une fois que les solutions sont en place chez vous. Donc ça, c'est important. Et à notre support, par exemple, on a des équipes dédiées, ce qu'on appelle les SWAT teams. On a des équipes dédiées, par exemple, pour gérer en cas d'attaque ransomware. Vous ouvrez des tickets, vous avez des équipes dédiées qui vont être avec vous, focus, et qui vont vous aider. Donc tout ça, c'est des choses où on s'est adapté au marché, aux clients et aux demandes. Et ça nous permet de proposer de la valeur ajoutée à cette plateforme fonctionnelle et de mettre des services selon vos besoins et selon le choix que vous faites. Voilà. Petite parenthèse, Arnaud. Ok, non, c'était nécessaire. Eh bien, on arrive à la fin du webinaire. Est-ce que, avant de conclure, Matt, toujours pas de micro? Ah, dommage, toujours pas de micro. Bon. En langage des signes, ça donne quoi? Parfait. Je pense qu'il veut dire qu'on a été super. Ok, c'est parfait. Pour conclure, avant que je ne conclue, Yohan, tu voulais rajouter quelque chose éventuellement? Écoute, je vais rajouter. Alors après, je me doute de ce que tu vas dire, donc je vais pas essayer de trop spoiler les gens, mais globalement, moi je le redis, je l'ai dit en introduction, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je sais que l'Afrique francophone pour nous est extrêmement important. Arnaud et Matt Arnaud et Matt et l'équipe étendue, hein, ne sont pas les seuls. Mais en tout cas, c'est eux sur le terrain très souvent, font un travail exceptionnel grâce à vous justement. Et on a des challenges à adresser qui sont importants avec le nombre de pays que vous représentez, ça représente des cas d'usage et challenges tout à fait différents. Et ça nous permet justement de nous enrichir de vous, de vos cas d'usage, et nous derrière de proposer des choses. Donc c'est extrêmement motivant. Et notamment cette nouvelle stratégie qu'on a annoncée de radical résilience. Et même, j'irai même plus loin, c'est pas affiché là, mais on voit le petit V qui rebondit, de Bounce Forward. Aujourd'hui, alors je n'expliquerai pas ce que c'est. Je laisse les gens, s'ils nous ont écoutés, je pense qu'ils ont compris ce que ça veut dire. Sinon, je vous invite à nous appeler et on pourra en discuter. Voilà. Mais c'est un vrai plaisir. Merci encore. J'espère qu'on pourra, alors, avec chacun d'entre vous, ce serait parfait. Mais comme il y a du monde, je ne sais pas si je peux avoir tout le monde, mais en tout cas, si on peut se rencontrer en 2024, ce sera avec plaisir
et en physique, ce serait encore mieux. Voilà. Bon, Yoann, merci infiniment. Matt, tant pis, tu pourras pas dire un dernier mot avant qu'on ne se sépare. Moi, je dirais effectivement, pour conclure un peu sur tout ce qu'on a vu, aujourd'hui, sur la préparation, je pense que, j'espère que vous avez noté que la préparation était capitale. Notre mission chez Vim, c'est de rendre les entreprises radicalement résilientes. Et on est convaincu que la résilience radicale, on insiste dessus, vous voyez sur le slide, c'est écrit. C'est écrit Radical Resilience Starts Here. C'est simplement pour dire que c'est pour insister sur la capacité de rebondir plus fort que jamais après une crise. On considère que c'est essentiel pour les entreprises, rebondir plus fort après une crise. Il ne faut pas simplement rebondir, c'est rebondir plus fort, apprendre de ses erreurs pour avoir une meilleure proactivité et être mieux préparé pour les fois d'après. Aujourd'hui, la question à se poser n'est plus de savoir si vous allez être victime d'une attaque ransomware. Il faut plus se poser cette question. Les ransomware, c'est une sorte de fatalité. La question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis réellement prêt à faire face à la menace? C'est ce mindset-là qu'il faut avoir pour être résilient, être préparé et avoir beaucoup plus de sérénité. Et on est convaincu chez Vim que les entreprises qui sont suffisamment préparées, encore une fois, en préparation, celles qui sont suffisamment préparées peuvent réussir à surmonter ce type de difficultés. Donc, Vim, on est là. On espère qu'au travers de ce qu'on vous a montré, on vous a prouvé qu'on était là pour vous aider, vous accompagner à mieux vous préparer et qu'on était là pour vous aider à devenir radicalement résilient dans votre stratégie de protection de données. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la façon dont Vim peut vous accompagner et vous aider à devenir radicalement résilient, n'hésitez surtout pas à nous contacter, Matt et moi, Yoann. On sera le plaisir d'échanger et d'en discuter avec vous. Sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Alors, on n'a pas pu répondre, il y a eu quelques questions posées, mais je prendrai le temps d'y répondre par la suite après. On a vos coordonnées et on vous formulera toutes les réponses aux questions que vous avez pu poser. Merci encore, bonne fin de journée, passez de très bonnes fêtes et à très bientôt. Merci. Au revoir. In 2023, innovation fueled every industry, from renewable energy to space travel, all powered by data. The world runs on data. It's worth more than oil, and inherent value brings inherent risk. Natural disasters, accidents, and ransomware attacks are increasingly prevalent. Years of globally impactful work can be erased in an instant. But not with us. With Veeam, your enterprise becomes radically resilient. We give you the power to restore any workload, anywhere, anytime, instantly, so you can meet every challenge head on. There's a reason over 80% of Fortune 500 companies work with us. We provide comprehensive recovery with tailored solutions that scale with you. When you partner with a global leader in data protection and ransomware recovery, you can bounce forward. Veeam. Radical resilience starts here.